Bonjour Babadem, Bonjour Fifi. bienvenue sur le plateau de Masala avec Fifi. Je suis très honoré. En plus, venant d'une émission venant de toi, l'honneur est, comment Tu on sais va ça veut dire, dire high. quoi? Tu sais ça veut dire quoi Masala? C'est pas dans Masla. Masala? Ça n'a rien à voir avec on essaye de faire semblant de ou bien de. Non, non, Masala c'est échanger, causer. Ok. Et Kumachama? Ah super. C'est la même Moi chose. c'est trop parler. Ah, ok. Donc j'en profite pour faire des leçons de Bambara. Bienvenue sur Masala avec Fifi. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir. Babadem, toi qui as choisi de mettre ton énergie, ton exemple et ton cœur au service des autres. Tu es coach, formateur, consultant et chroniqueur. Tu aides à trouver sa voie, à croire en son potentiel, à solide et tu interviens dans les médias, tu montes sur scène, parfois même sur les scènes TEDx, Ouais. pour transmettre, inspirer, bousculer quand il le faut. À travers tes chroniques, ils font l'Afrique, une histoire, un enseignement, l'Afrique dans tous ses états. Tu racontes, tu analyses, tu valorises. Tu mets en lumière des talents, des parcours, des voix qui méritent d'être entendus. Et tu le fais avec passion. De voir les communautés africaines avancer et réussir. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, de ta mission, de ce qui t'anime et surtout, qui est cet homme derrière ce coach? Parfait, ça va être long. Au cours. C'est long. Qui se cache derrière ce coach? Non, une personne, Babadem, donc je suis d'origine et je suis sénégalais. Donc, je fais partie effectivement de la Avec tout ce diaspora. que tu fais, je veux dire que tu es africain. Oui, oui, oui. Avant tout, je me considère aussi africain. C'est-à-dire que Déjà, le- un clin d'œil sur ce que tu apportes en habillement, c'est magnifique. Hein. Très bien habillé. je tiens à remercier mes amis, mes frères du Burkina Faso qui me l'ont offert. Oui, Je pense à Ali Traoré et à l'ensemble de l'association des jeunes burkinabés de France d'accord. qui me l'avaient offert lors d'une conférence avec eux. Oui. Et donc, comme on est à Faso Dibi, Mhm. j'aurai l'occasion de le goûter tout à l'heure pour évaluer, pour dire est-ce que c'est le meilleur débit de France ou pas. Mais Ça ne t'inquiète même pas pour ça. en fait, le fait de faire Faso Dafani dans Faso Dibi, Mais vous voyez, et lui, il a toujours des paramètres à mettre ensemble. C'est magnifique. C'est ce que j'aime chez lui. Hein. C'est ce que j'aime chez lui. on essaye, hein, on essaye. Alors, avant d'être coach, formateur, consultant et chroniqueur, qui étais-tu vraiment? Bon, on va aller de l'année universitaire déjà. C'est-à-dire qu'avant de passer dans le coaching, encore, c'est les gens qui m'ont ramené vers le coaching. Parce que moi, j'avais utilisé tout ce qui était développement personnel et professionnel pour moi-même. Parce que j'étais dans un cadre qui était presque métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le diplôme en DEA en économie. Et le DEA en économie ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat ou la salariat. Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Moi, quand j'ai pris le DEA, bon, il faut dire, ça peut aider aussi comment ça s'appelle, les étudiants africains de mieux s'orienter. Nous, à l'époque, quand on faisait le DEA, je savais que j'avais 3 ans de plus par rapport à la carte de séjour. Alors que si j'avais fait le DESS, si je n'avais pas tout de suite le travail, on pouvait me renvoyer, en fait. Donc, c'est pour ça que parfois, j'avais pris le DEA pour, faire des renouvellements sur 3 ans de ma carte de séjour. Et donc, c'était ça. Mais avec ce type de diplôme, on ne trouvait pas tout de suite du travail. Le diplôme était conditionné Ah, voilà, c'était ça. à un besoin qu'il fallait remplir. Et je suppose que c'est ce que rencontrent la plupart des étudiants africains. En même effet. si, entre-temps, ça s'est amélioré sur certains axes et empiré sur d'autres, notamment les frais d'inscription, qui est un vrai scandale pour moi, en sachant que la France, quand même, est un pays d'accueil, est un pays qui fait un marketing non seulement de sa culture, mais aussi de
de l'accueil et l'intégration des étudiants venant des différents pays. Et aujourd'hui, ils font tout le contraire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un scandale, la hausse des frais d'inscription qui ne passent même pas de 1%, 2%, 10%, mais carrément du triple. Et donc, je soutiens en tout cas tous ces étudiants qui sont en train de lutter que ça revienne. À quel moment on t'a amené vers ce que tu fais aujourd'hui, qui est le coaching, la formation? C'est-à-dire que moi, j'étais une personne qui était très réservée. Donc, j'avais travaillé dans une... J'avais envie de voir ça. Baba Deme, personne très réservée. On n'entendait presque pas ma voix. Ouais. Donc, en gros, je pense que quand il y a eu le switch, et parfois le switch, c'est lorsqu'on est dans des situations très délicates, très difficiles. C'est malheureux à dire, mais lorsqu'on rebondit, c'est que on était face à un mur, on était face à des obstacles. C'était certainement suite à une douleur, suite à un événement? Non, à une impasse, à une impasse. Comme je dis, j'avais fait un DEA. Finalement, c'était pas ça que je voulais faire, mais je suis allé jusqu'au bout pour les raisons que j'avais dit par la suite. Et après, pour chercher du travail, ça avait été très, très compliqué. Donc, dans des situations comme ça, on se contentait de jobs étudiants ou de jobs qu'on voulait pas faire, mais il fallait quelque part remplir des jobs alimentaires, comme on dit. Voilà, des jobs alimentaires. Il fallait remplir le frigo, payer la facture et après on se remet en question. On se dit non, je suis pas destiné à faire ça. Donc quelque part, vous voyez la société anglo-saxonne. Donc après c'était juste un petit pari. Je crois que je suivais un peu les émissions que ça soit Ellen DeGeneres ou Oprah Winfrey. Ils n'arrêtaient pas de dire le ciel est votre limite. Le côté développement personnel, dès que vous pouvez vous y arriver. Le American Dream, etc. J'ai dit, mais eux, là... Ça t'a parlé tout de suite. Je me suis dit, non, c'est des bluffeurs. Je me suis dit, ils aiment bluffer, mais je vais peut-être suivre un des conseils. Donc, c'est là où je suis tombé sur un livre d'une coach, d'ailleurs, Fiona Harold, une Anglaise. Et je lis son livre. Et c'est là où ça a été le déclic. Un déclic, une révélation. Mais ce qui est bizarre dans ce déclic, c'est, en fait, on se remet en question alors que c'est des choses qui sont en nous, en fait, que j'avais même pas besoin. Au fait, on a déjà ces choses en nous, mais on les voit pas, au fait. Et c'est là où je parlerai de confiance en soi et de l'estime de soi, surtout. Baba Deme, tu veux me faire une séance de coaching? Non. En fait, c'est juste pour dire par rapport au déclic. On n'en est pas là encore. On va y arriver. On va y arriver. Alors, dis-moi, quand tu accompagnes quelqu'un vers l'emploi ou l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui bloque le plus souvent? Toi qui es passé par ces difficultés, tu viens d'en parler, le système, le manque d'opportunités ou le manque de confiance en soi. En fait, qu'est-ce qui bloque? Souvent, c'est l'estime de soi d'abord, la confiance de soi après. Après, les deux sont plus ou moins liés. Surtout, mais moi, je parle plutôt de l'estime de soi. Pour les étudiants africains, surtout. Les étudiants, c'est un peu plus une question de ne pas croire en son potentiel ou ne pas se valoriser, ne pas savoir se valoriser. Est-ce que c'est culturel? Ça peut être culturel. D'où vient le problème? Ça peut être culturel. Par exemple, parfois il y a des chocs de... Lorsque vous faites un entretien d'embauche avec une personne qui peut être beaucoup plus âgée que vous, ça peut être impressionnant au départ, mais il y a une certaine culture où, si vous ne regardez pas la personne dans ses yeux, le regard directement au niveau de ses yeux, pour lui, celui qui vous recrute, il va se dire c'est une personne qui fuit le regard, donc c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle, ou alors parfois même, ils vont même le prendre pour un manque de respect quelque part. Alors que nous, dans notre culture, si vous ne regardez pas une personne, si vous regardez une personne plus âgée directement dans ton regard, quelque part, ça peut être un manque. On est tous passés par là. Voilà, donc, quand on parle à nos parents et à nos aînés. Absolument. Quand je te parle, ne me regarde pas dans les yeux. C'est ça. Et l'autre culture. Parce que dans notre culture, c'est un affront de regarder un aîné dans ses yeux. Et il y a la deuxième chose aussi, c'est se valoriser. Oui. Au pays là-bas, si vous vous valorisez, je sais faire, en tout cas, vous vous valorisez, on va vous mettre un peu on va se dire, bon, c'est de l'arrogance. Comme on dit, laisse les autres te valoriser que toi. C'est-à-dire le manque d'humilité. C'est ce qui est vu comme ça, en fait. Ouais. Alors que là, lors d'un entretien d'embauche, si vous ne vous valorisez pas, on vous met... Donc, pour toi, en tant que coach et accompagnateur,
C'est là, le problème vient, il y a l'un des problèmes vient de là. Il peut y avoir, qui peut expliquer parfois le manque de confiance lors d'un entretien. On peut être très bien préparé, mais il suffit que la personne, il suffit d'un rien parfois. Ouais, l'intimidation. L'intimidation ou ne pas savoir, ne pas connaître certains codes en fait. Par exemple, lorsqu'on vous dit, après c'est des codes. Moi, tout ce que j'enseigne, par exemple dans l'intégration au niveau de l'emploi, c'est que j'ai eu à faire, bon, ce sont des tests que j'ai appris, j'ai eu à faire des faux d'entretien d'embauche en sachant que je ne vais pas y aller. Et tester c'est-à-dire que j'ai pris par exemple 50 entretiens d'embauche en sachant que je ne vais pas y aller, que je vais refuser à la fin en fait. Mais au final, sur les 50, j'avais fait une estimation. J'ai eu 30 sur les 50 où on voulait m'embaucher. Et où on allait, il y avait 7. Alors, tu as fait une simulation. Voilà, c'était une simulation. Donc, ça veut dire que tu t'es Exactement. auto-formé pour voir où sont les failles. Où sont les failles. Et c'était juste pour aussi, quelque part, me rassurer. Par exemple, je n'aime pas dire à des gens, sur une théorie qui est une théorie, n'importe quel type de théorie, lorsque vous allez en entretien d'embauche, sachez vos inconvénients, les avantages, vos points faibles, vos qualités, etc. Lorsqu'on va vous poser telle question, il faudra répondre ça. Ça, pour moi, c'est un peu c'est théorique. Par contre, en ayant fait plusieurs types d'entretiens d'embauche, c'est là où j'ai su, par exemple, sur les 30, c'est quand il y a eu un relationnel avec la personne. Un échange, en fait. C'était même pas des questions-réponses, mais c'était devenu un échange. C'était même devenu hors sujet, hors CV, quoi, carrément. Hors CV, des conversations. Voilà. Pour connaître la personne, peut-être. Pour connaître la personne. Et même parfois, c'est sur des petites choses sur le CV. Par exemple, il suffit de dire, ah, mais pourquoi vous mettez, c'est pour ça que je dis aux gens, mettez plusieurs langues. Alors que nous, certains ont tendance à dire, je mets que l'anglais, l'espagnol. Je dis, mais mettez aussi vos langues africaines. Ben oui, faut les valoriser. Mettez vos langues, et c'est juste une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'il faut être assez subtil. Par exemple, une personne c'est déjà arrivé, vous mettez donc anglais, français, arabe, vos langues, etc. Ça fait 5 ou 6. Donc vous parlez plusieurs dialectes. C'est là où on dit oui, nous avons facilement une facilité d'adaptation et une facilité d'apprendre très rapidement les langues. Ce qui veut dire que pour vous, par exemple, lorsque vous aurez à développer votre entreprise vers l'international, ça c'est une petite technique. Au lieu de dire en Afrique, vous pouvez dire aux Philippines, je serai adapté à parler très rapidement. J'ai déjà 5 ou 6 langues. Donc c'est pour dire il faut prendre des forces pour savoir valoriser plusieurs choses en fait. Et selon toi, quelle est la différence entre une personne qui réussit et quelqu'un qui abandonne dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, tout ça dépend, mais tout va sur. Moi, ce que je dis, c'est que la réussite ne tient qu'à un fil, tout comme l'échec ne tient qu'à un fil. C'est pas par exemple? Non. Pour moi, c'est vraiment à un fil. Et souvent, je dis aux personnes, vous êtes à un pas d'abandonner, mais à 2 pas de réussir. Quelque part. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que au moindre obstacle, le premier obstacle que vous voulez abandonner, alors que si vous continuez de 2-3 pas, la réussite peut être là. Okay. Donc, premier pas, si vous abandonnez, vous ne pensez pas à la réussite. Deuxième pas, vous abandonnez, vous n'allez pas à la réussite. Pourtant, donc, pour toi, il faut la persévérance? De la persévérance et surtout l'envie. La motivation. Parce que quelque part, je dis, allez-y jusqu'au bout. Une fois que vous réussissez, c'est à vous après de choisir en disant, finalement, j'ai réussi, mais ça ne me convient pas. Je préfère ça que comme on dit, il faut pas, lorsque vous essayez d'attraper un mangue, c'est un proverbe, hein, ou lorsque vous visez une mangue et que vous n'arrivez pas à l'atteindre ou qu'elle ne tombe pas, vous allez dire qu'elle n'est pas bonne. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut éviter en fait. C'est ça qu'il faut éviter. Et je dis. Il faut pas trouver des prétextes. Et aux personnes de lire beaucoup de biographies, surtout des personnes qui réussissent. De s'inspirer. Et si vous vous inspirez de ces personnes, vous regarderez qu'ils n'ont jamais réussi au premier coup. Et parfois même, ils sont dans des cas d'échec. Ça me fait penser à une de tes phrases, quand tu as dit n'ont pas réussi au premier coup. Dans toute chose, j'ai entendu quelqu'un dire que dans les coachings de Baba, il dit, allez de l'avant, mais ne soyez jamais le premier. Soyez toujours le deuxième.
Ah non, ça c'était par rapport au process. C'était un D'accord. process. Tu peux me rappeler? Non, ça c'était pour moi quand il fallait lutter contre quelque part la timidité en fait. Et donc Prendre la parole. Et donc c'est la coach en question, celle que j'avais lu le livre et qui m'avait fait un déclic. Je lui avais envoyé un mail, un message. Elle m'avait répondu. Elle me disait, si vous voulez lutter contre comment on appelle ça là, l'intimidation, le fait d'être intimidé face à un public, ou si vous voulez faire une prise de parole pour gagner en confiance, allez-y lors des conférences. Il y en a plusieurs. Mettez-vous en termes de public, mettez-vous au public et il y aura toujours des questions-réponses. Ne soyez pas le premier à poser la question, ne soyez pas le deuxième à poser la question, parce que lorsque vous êtes le premier, tous les regards seront sur vous, donc ça risque d'être pesant sur vous. Deuxième sera passé, troisième, on vous remarquera pas trop, on va juste écouter. Donc essayez comme ça. Maintenant, ensuite, c'est très astucieux. Une fois que vous passez à cette étape, soyez le deuxième à poser la question dans d'autres conférences. Et à l'autre conférence, faites en sorte, et c'est là où vous allez lorsqu'on vous demande dans la salle, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à vous lever pour que vous soyez le premier. Sauf que là, vous exposez au regard des gens. Donc, savoir comment vous allez supporter cette pression. Et si vous arrivez, c'est-à-dire que si ça ne vous fait rien, parce qu'à un moment donné, lorsque vous vous levez, les gens vont vous regarder. Et si vous faites ça... Effectivement, à chaque fois qu'on le voit dans les conférences, c'est vrai que tout de suite, on remarque les premières personnes qui prennent la parole. Voilà, qui se lèvent, etc. Et donc, c'est vous qui êtes conditionné. Parce que lorsque vous posez la première question... Donc, vous avez intérêt, et là, quand vous êtes la première personne, vous avez intérêt vraiment à avoir une très bonne question. Exactement. Mais après, elle disait que soyez juste le premier et peu importe la réponse de l'intervenant. Parfois, il y a des intervenants qui peuvent vous renvoyer en disant vous n'avez pas écouté ce que j'avais dit parce que votre question a été ou vous mettre mal à l'aise. Ah oui, ça mais si vous arrivez et que ça ne vous fait rien, finalement, donc vous avez passé une étape. Bon, Baba, tu as bien travaillé. En fait, tu as fait un travail de fond. Tu as déjà travaillé sur toi. C'était ça. Donc, j'allais dans plusieurs conférences. Donc, c'est genre comme tu t'es soigné, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'était ça au début. Et après, la prise de parole en public, c'est être de l'autre côté, être au niveau des intervenants. Elle me disait, faites en sorte que vous ne soyez pas seul. Faites en sorte qu'il y ait plusieurs intervenants. Et je me souviens que j'avais envoyé comme ça, à une association des étudiants, des écoles, en tout cas des grandes écoles d'étudiants sénégalais. Je leur avais envoyé juste pour tester, parce qu'ils cherchaient des intervenants. Donc, ils m'ont répondu oui, et qu'ils étaient enthousiastes. C'était ta première intervention? Non, c'était ma deuxième. Mais eux, c'était un test, en fait. Mais après, quand ils m'ont dit 45 minutes, j'ai dit, oula. J'ai dit non. Et c'est là où ça dépend plus de toi. Et c'est là où j'ai fait appel tout de suite à Awadem, que je salue, parce que c'est elle qui m'a intégré, notamment quand il était président de l'association l'ADEM. Je pense on a le même nom. Et du coup, même dans l'intégration. Coucou d'ailleurs, coucou à toi, à Awadem, en attendant que tu viennes sur le plateau. Absolument, absolument. Et du coup, j'ai envoyé un message à Awa, je lui ai dit, Awa, il faut que tu viennes. Et aux autres, comme c'était pas prévu, j'ai dit, mais vous là, il faudrait quand même que vous mettez une femme sur votre... Tout de suite, ils ont dit, ah oui, si vous en avez. Et du coup, ça me rassurait, en fait. Okay. La présence de Awa t'a beaucoup aidé. Voilà, qu'elle était là, mais après, ça m'a... Malheureusement, j'avais pas... Elle est passée avant moi. Il y avait d'autres qui sont passés avant moi, et c'est là où je me suis dit... je me suis dit, là... Mais comment s'est passée ta prestation? Après, ça a été... C'est de là que les gens... C'était un boom. Oui, c'est de là que les gens... Tu t'es surpris toi-même? En fait, j'étais à l'aise, en fait. J'étais à l'aise. Le trac, c'est pour ça, il faut dire aux gens, vous aurez donc, toujours le trac. Donc, tu avais des appréhensions sur toi, mais quand tu t'es vu sur la scène, au devant de la scène... Non, parce qu'on est, je sais pas, on est allé, c'était free. Et puis, c'était le développement personnel qui parle aux gens. Parce que moi, ce que j'avais découvert, c'est que même les Américains ou les Anglo-Saxons, ils vont vous parler de développement personnel. Mais plus vous creusez dedans, plus vous vous dites, mais c'est ce que mon grand-père, c'est ce que ma grand-mère, c'est ce que nos religions, c'est ce que notre culture, tout est là, même nos différents proverbes. C'est du développement personnel. Écoutez vos grands-mères. C'est-à-dire que on doit nous écouter nous-mêmes. On banalise trop leurs paroles. Oui. Alors que au final, ces paroles sont très puissantes, mais malheureusement,
on va attendre 20 ans ou 10 ans après pour se dire « Ah, mon papa avait raison, ou ma maman avait raison. » Sur le côté communautaire, tu es très engagé auprès des communautés africaines. Hein. Qu'est-ce qui nourrit cet engagement et qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui, d'après toi, au leadership africain pour pleinement s'affirmer? Non, ce qui manque, en fait, ce que je remarque... Parce que quelque part, quand même, le leadership africain... Non, le problème du leadership africain, c'est que tout le monde veut devenir leader. Maintenant, si tout le monde est leader, qui va aider à pousser le leadership? Il y a un proverbe soninké qui dit que si tu n'es poussé par personne... Tu aimes bien les proverbes? Oui. Si tu n'es poussé par personne, tu n'es rien. Ouais. En gros. Alors que chez les anglo-saxons, c'est plutôt... C'est toi seul qui peux atteindre ton objectif. N'écoute personne. Vous voyez la différence entre les deux cultures. C'est ça. Or, la culture... donc, en gros, le leadership, si tout le monde veut être leader, et surtout, on a tous, en tout cas, pour la plupart des gens, c'est à peu près les mêmes thématiques, c'est le même leadership. Et ils vont tous sur comment faire pour développer l'Afrique. Or, moi, je pense qu'il faut aller sur... Moi, je suis plus dans le côté endogène, c'est sur des objectifs, des mini-objectifs. C'est-à-dire que une personne qui est spécialisée dans l'IA, par exemple, entraîne son leadership dans l'IA, donc sa compétence, et que les gens puissent suivre sur les projets. D'autres qui vont être dans l'agriculture, d'autres qui vont... Et je pense que la somme des objectifs, à partir du moment où et qu'on arrive à quantifier les objectifs, c'est le meilleur moyen d'avancer. Tu es un conférencier, tu fais tes conférences en Afrique, et d'après toi, qu'est-ce qui manque à la jeunesse africaine? C'est de croire que avec ce qu'ils ont, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils le savent pas. Ils doivent se rendre compte, ils doivent être motivés. C'est-à-dire qu'on était même comme tu viens de le dire, on a chacun en nous tous ces coachings de développement personnel, on l'a en nous, sauf qu'on les voit pas. On les voit. Est-ce que tu penses que les jeunes Africains aussi ne voient pas leur potentiel? Est-ce qu'on les banalise pas aussi? Parfois, il suffit qu'une personne, par exemple, une voiture peut tomber en panne, c'est déjà arrivé, ou un téléphone tombe en panne en Afrique. Vous donnez à un jeune, votre téléphone tombe en panne, vous donnez à un jeune, il le répare. Il le répare. Tout de suite. Mais pour lui, c'est rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne valorise même pas. Et c'est-à-dire que quand vous dites, mais vous êtes carrément un génie, ou en gros, un mot ingénieur, il va se l'interdire de se le dire. Vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on ne valorise pas. Quelque part, comme ce que tu as dit au début, la culture empêche aussi, est un frein. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas les choses. Et puis, on ne reconnaît pas les choses à leur titre, à leur juste valeur. C'est-à-dire que nous-mêmes, on banalise des choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut que le regard extérieur amène la personne à se dire, mais ce que tu es en train de faire, il suffit que tu augmentes une chose, tu vas faire une formation, et là, tu peux ouvrir ton entreprise, par exemple. Moi, c'est sur ça que je vois les choses. Les mécaniciens, vous allez dans tous les ateliers mécaniques. Vous amenez n'importe quelle voiture, une voiture qui a plus de 30 ans d'âge, à une voiture électronique ou même électrique, le même mécanicien peut vous le réparer. Mais il va pas vous dire comment. Parce qu'il ne le sait pas lui-même? Non, il sait le réparer, mais il va pas essayer de mettre en compte. Il sait pas partager sa connaissance. Il va le faire, mais il va même le banaliser. Vous allez le voir toujours dans son atelier, alors que au final, si l'État, c'est-à-dire que si on avait une façon de voir, si l'État ou autre chose disait que ces mécaniciens peuvent devenir des formateurs. Ensuite, ils peuvent ouvrir des carrosseries ou des ateliers et faire des formations. Mais ils peuvent devenir ces formateurs dans tous les pays et même de la sous-région. Mais ils vont se contenter de faire les choses au quotidien. Quels sont les pays africains où tu as fait tu t'es produit, tu as fait des conférences? J'en ai fait au Cameroun, j'en ai fait au Sénégal, forcément. Au Mali aussi, à distance. Au Mali, Côte d'Ivoire, Bénin aussi et le Gabon. Ouais, donc et Congo aussi. Congo, c'était pas mal du tout. À travers tes chroniques, Ils font l'Afrique et une histoire, un enseignement. L'Afrique dans tous ses états. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Dans Ils font l'Afrique, ça fait partie de l'émission Diaspora Africa et je salue Aïssatou Traoré. Un coucou à Aïssatou. Voilà, il faudrait qu'elle vienne aussi. En attendant qu'elle vienne sur le plateau. Parce qu'elle, c'est elle qui produit ces émissions et
tout de suite, on a découvert le même mindset, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je voulais pas faire forcément du développement personnel, mais il y a cette chronique Ils font l'Afrique où je recherche et on recherche des types qui arrivent à créer des choses qui impactent non seulement. Donc, tu mets en lumière les petits génies, les génies africains. Mais et puis même moi, je suis sidéré en les découvrant. Je vais donner peut-être 2 ou 3 exemples, mais l'exemple de 4 Nigérianes de 13, 14 ans. C'était dans un cours au lycée, donc c'était pratique, des travaux pratiques, c'était en sciences. Et ils ont réussi à créer une sorte de batterie avec l'urine, c'est-à-dire qu'avec de l'urine, un certain litre d'urine permettait d'avoir 12 heures d'électricité. De l'urine? De l'urine, c'est-à-dire qu'avec de l'urine... L'urine humain? L'urine humain te permettait d'avoir de l'électricité. Donc, ils ont réussi. Comment tu as découvert ça? Il faut chercher. On a cherché ça. Où est-ce que tu trouves ces pépites comme ça? On cherche. C'est quoi ta source? Il faut nous dire ta source. On a besoin de savoir. Partout. Internet. et même mieux maintenant, les gens, ils m'envoient. Maintenant, ils t'envoient parce que c'est-à-dire, il y en a qui te disent, il faudrait que tu parles de telle personne. Et moi, c'est 4 Nigérianes et du coup, on revient à la chose, c'est qu'ils ont banalisé ça. Et comme ils ont présenté ça lors d'un salon, forcément, un Britannique est passé par là et lui, il a breveté. Waouh. Donc lui, il a acheté le brevet, donc lui, il en a profité. Et eux, ils sont partis de récupérer l'urine à travers les toilettes publiques. Et comme en Angleterre, c'est un pays qui consomme beaucoup de bière, donc vous voyez la suite. Mais c'est juste pour vous dire que ces 4 étudiants. Quand tu dis que de l'urine peut produire de l'électricité, tu vois à quel point en Afrique on est en manque d'électricité. Le manque d'électricité pose tellement de problèmes en Afrique. Mais il y a même des personnes qui arrivent à vous faire se laver. Raconte-moi les autres exploits. Il y en a plein. Hein. Par exemple, une personne qui arrive à même les mèches de cheveux là, qui viennent du Bangladesh ou la personne, c'est avec les fibres de banane qu'ils ont réussi à faire des mèches de cheveux. Et ces mèches sont, comment on appelle ça là? C'est-à-dire commercialisées. Oui, mais qui ne bougent pas les artères. C'est-à-dire ça s'auto-détruit. Ils ont fait des cheveux avec des... J'ai oublié le terme exact. Le tronc de banane. Voilà, exactement. Je pense que j'ai déjà vu ça. Et du coup, j'étais impressionnée. Je pensais que c'était une production de IA. C'est des gens qui le font. On en voit plein et dans tous les domaines. Mais avec ta chronique, tu dois pouvoir. C'est une idée que je balance comme ça, mais créer un événement, un concours dans chaque pays. On devrait, hein. C'est ça. Comme l'Afrique a du talent. En tout cas. C'est pas seulement l'acrobatie et tout, mais sur un autre. Oui, il y a le génie africain. Il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup. Je pense qu'on va être surpris, mais. Ah oui, et en plus, ils font des choses qui répondent à un besoin local. C'est-à-dire, ils vont pas faire des choses pour copier en Occident, mais qui répondent à un besoin local, notamment en agriculture. Mais c'est extraordinaire. Quand tu montes sur scène, parfois même sur les scènes TEDx, qu'est-ce que le public retienne de toi? En fait, souvent quand je faisais ça, c'était plus des tests pour moi-même. C'était plus pour moi-même. La plupart de le public. C'était pour toi d'abord. C'était ça. C'était affronter le public. Et je me souviens que par exemple. C'était sur quel sujet? C'est toujours du développement personnel. Le développement personnel africain. Quelle est ta phrase préférée du développement personnel? C'est l'homme, sinon il n'y a rien. C'est ma motivation. Mais ça, c'est un proverbe. Non, c'est une phrase ivoirienne, non? C'est l'homme qui a peur, sinon il y a fouille. Exactement. Et c'est une façon de dire que lorsque vous affrontez un obstacle, au lieu de vous dire, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Généralement, les gens vont se dire, je n'y arriverai jamais. On a la mauvaise prétention. Et au moment de se retirer, c'est là où je dis, c'est l'homme qui a rien, sinon rien. Vas-y. C'est ça. Et après, tu sauras. De quoi as-tu peur, Baba? De Dieu, comme on dit. De Dieu, et puis. De l'inconnu? Non, plus. Et là, c'est quand j'étais parti au Rwanda avec la philosophie qu'ils avaient. C'est là où je sais pas démystifié, mais j'ai relativisé beaucoup de choses. C'est quoi leur philosophie? Ça vient de la chanson. Moi, je pensais que c'était même Corneille qui avait inventé ça.
qui était vivant comme le dernier. Non, sa chanson là, c'est vivre comme si c'était le dernier jour ou quelque chose comme ça. Oui, c'était une de ses chansons. Et j'ai rencontré des gens là-bas qui disaient, après, oui, je peux toujours partager ça. C'est une personne, nous, on va dans ce qu'on appelle le mémorial de Kigali. Et la personne, c'est une personne enthousiaste. C'était une personne enthousiaste, donc joyeux, toujours dynamique. Et qui me disait toujours, are you happy? Are you happy? Baba, are you happy? Et du coup, tout de suite, je disais, yes, I am. Yes, I am. Okay. Et quand on va visiter le truc du génocide, nous, on voit l'horreur. C'est-à-dire, on voit l'horreur et on vient le voir, on dit, mais franchement, ceux qui ont vécu ça, ça doit être très douloureux. C'est terrible. C'est terrible. Et lui-même, pour la première fois, il dit, mais c'est l'histoire de tout le monde. C'est ça. Il disait, mais comment ça? Toi aussi? Il dit, écoute. Et puis, il commence à raconter son histoire, quoi. Bon, je m'excuse pour mais ça peut être très, très, très inspirant. C'est-à-dire que il disait que le jour où, quand les personnes sont venues, comment on appelle ça, là? Les génocidaires sont venus, eux, ils étaient dans un village, quoi. Ils jouaient au football. Et à un moment, ils entendent, comme les machettes qui venaient, etc. Donc, chacun fuyait. Lui, jouait au football. Il dit, à un moment, il a dû s'évanouir. Il ne sait même pas. Et il s'est réveillé, il y avait de l'eau. Il s'est réveillé, il sait même pas ce qui s'est passé, en fait. Et en se levant, l'horreur. Il voit les cadavres un peu partout. Mais il va, comme là-bas, c'est des collines, il va vers le sommet de la colline, là où il y a les habitats. Et il voit un amas en tout cas, un amas. Il monte et puis il voit que c'était toute la famille, etc. Décimée. Toute la famille. Wow. Et quand il nous raconte ça, je dis, mais... On a la chair de poule quand on entend ça. Ouais, et quand je dis, mais ça me te fait peut-être 20 ans après, peut-être c'est la blessure parce que tu es tout ça. Donc finalement, tu as su penser ta blessure. Et c'est là, il dit jamais. Il dit non. Il dit, quand je te dis, c'est là où il me dit, quand tu me vois sourire, sourire, tu me dis, je suis souriant, les gens me disent mon sourire. Je dis, mais c'est pas que je suis souriant. Il dit, quand les gens qui ont connu mon père me voient, il dit, tu as le même sourire que ton père. Et il dit, c'est ce qui le rend heureux. C'est sa façon de rendre de son père. Oh là là. Et il dit, la manière dont il marche, quand on le voit, on dit, ah, tu as la même démarche que ta mère. Il dit oui. Et puis quand on lui dit, il s'habille bien, beau gosse et tout ça, il dit, c'est mon frère qui était comme ça. Et il dit, à travers eux, je vis ça. Et c'est là où chaque famille il a quelque chose de et il dit, tous les membres de la famille. Il dit, c'est eux qui vivent. Et c'est pour ça, il me dit, si je te dis, are you happy? Si je te dis toujours, are you happy? Tu peux me répondre oui ou non. C'est ce qu'il me dit, quoi. Il dit, tu sais, moi, j'avais deux voies. C'est soit mourir. C'est soit me venger, prendre la voie négative, soit la voie positive. Et quand je dis are you happy et qu'une personne me dit yes I am, c'est une personne positive et je reste avec cette personne. Parce que j'aurais pu prendre c'est impressionnant. le couloir de la c'est très impressionnant. Et c'est là où il m'a dit, impressionnant. C'est là où il m'a dit, écoute, nous, je sais que la mort peut venir à tout moment. Je vis et je ferai en sorte de vivre pleinement ma vie pour rendre hommage à ce que j'ai laissé derrière. Wow. Et il dit, c'est pour ça que rien ne m'empêchera de faire quoi que ce soit. Et vous qui êtes en Europe, vous qui, la moindre chose. On commence à râler. Vous râlez. Il y a trop de soleil aujourd'hui. Voilà. T'as vu le temps qu'il fait. On ne veut pas la pluie. Exactement. Il dit, vous râlez pour rien. Oh, il dit, alors que voilà. C'est trop salé, c'est compliqué, c'est comme ça. Oh mon Dieu. Donc voilà son. Alors, Baba, are you happy? Yes, I am. I'm happy too. Yes. Mais comment tu fais pour rester motivé, toi qui accompagnes les gens, tu es coach et tout? Parce que parfois on est motivé, parfois on n'est pas motivé, parfois on a envie de tout laisser tomber. Mais quand on est coach, est-ce que ce sentiment t'arrive souvent de laisser tomber, de ne plus être motivé? Non, c'est quoi ton secret? Non, moi, ma méthode, c'est pas, c'est-à-dire, j'ai pas un module que je mets à une personne. Okay. Mais toi-même, comment tu dis ça? Moi, j'écoute la personne. Et après, c'est toujours motivant. Et puis, ça crée des réseaux. Et toi, comment tu te fais pour te motiver, pour rester motivé tout le temps, toi? Ah non, moi, j'essaye même pas de me motiver. C'est-à-dire qu'il faut comment on va dire ça, là? Il faut qu'on me pousse à faire quelque chose. On dit que l'homme est paresseux de nature.
Il faut vraiment qu'on me motive à faire Alors, des si choses. je comprends bien, toi, tu es toujours motivé par tes coachés? Oui. Ça peut être ça. Le coach est motivé par les coachés. Par quelque chose, voilà. Parce qu'il te laisse pas tranquille. Et puis, À chaque fois. ce qui est important, c'est de faire les choses. C'est ça la difficulté. Lorsque vous faites les choses par routine, là, le découragement arrive vite. Mais lorsque vous faites les choses, ça peut être par passion, mais que vous savez qu'il y a un but derrière ou un résultat derrière, là, vous serez toujours motivé. Quelle est la phrase qui te définit? Quelle est ta philosophie de vie? Quel est ton moteur? Ah, c'est ne te dis jamais non. Bah, après ça, c'était emprunté d'un vieux monsieur. Et que On apprend toujours des autres et on améliore, oui. Et qui me disait, ne te dis jamais non. Laisse les autres te dire non, mais toi, ne te mets jamais un non dans ta tête. Waouh. C'est ce qu'il disait. Et moi, ça il ne faut pas se mettre des limites. Ne pas se mettre des limites. C'est-à-dire, et surtout de ne pas laisser les autres aussi. En gros, il me disait, les autres peuvent te critiquer ou les autres peuvent te mettre des barrières, mais tu peux gérer ça. La famille peut être une barrière, tu peux gérer. Mais celui que tu peux pas gérer, c'est ce que toi, tu te dis dans la tête. Si tu te dis non dans la tête, c'est même pas la peine. Si tu es démotivé dans ta tête, ça se verra sur ton faciès et tu vas même faciliter les autres à te dire non, non, je ne peux pas, etc. Et donc, c'est quelle phrase? Et c'est là où ne te mets jamais de barrière dans ta tête. Laisse les autres te mettre des barrières, mais toi, tu te mets pas de barrière. Voilà, c'est l'instant Faso Dibi qui arrive. Notre chef Demba qui va nous servir quelque chose pour notre invité. Bonjour. Alors, Demba, c'est quoi aujourd'hui? C'est secret toujours comme d'habitude. Ok. Eh ben voilà, cocktail, bien fait. Merci beaucoup. C'est secret. Mais on nous dit pas c'est quel secret. Demba, on a des secrets à chacun d'entre nous. Donc, aujourd'hui, grâce à ta boisson, on va découvrir notre secret. Merci. Ok, c'est pas pour la déco, on peut boire. Hein? On peut goûter. On peut goûter. Bien sûr. On va goûter alors. Ben vas-y. Merci, Demba. Regardez pour le secret là. Déjà, il y a menthe. Il y a paille. C'est délicieux. Bon, je connais une partie du secret déjà. C'est quoi? Ah, le gingembre, déjà. C'est le gingembre. Dis-moi. Mais c'est pas mal, hein? Le gingembre, ça te fait penser à quoi? Il a trouvé, hein? Non, moi, gingembre, c'est bissap direct. Non, bissap et gingembre, c'est quoi? C'est quoi bissap? C'est-à-dire que moi, je mixe les deux. Non. Ma question, c'est que quand tu bois le gingembre, ça te rappelle quoi? Ça te donne quelle sensation? Ça te fait quoi? Quand tu fermes les yeux et que tu bois le gingembre? Non, au début, la première fois où j'ai bu du gingembre, comme ça piquait, je savais pas que ça piquait. C'était comme si c'était du piment pendant un long moment, je ne buvais jamais de... Tu avais un problème avec le gingembre. Oui. Mais aujourd'hui, je te réconcilie avec le gingembre. Ah, depuis. Tu t'es réconcilié? Oui. Et franchement, il est excellent. C'est le chef, comment il s'appelle? Chef Demba. Chef Demba. Le secret, c'est au-delà du jus de gingembre. D'ailleurs, regardez bien. Mais parce que tu sais, à chaque fois, le palais nous rappelle une histoire. Le palais nous rappelle quelque chose. Ben moi, c'est le gingembre, l'enfance, je savais même pas. Et puis, donc, ça te rappelle à ton souvenir d'enfance ou la première fois où tu as bu le gingembre? Ouais. Moi, le gingembre, ça me rappelait... Ah, nous, quand on était petits, on adorait le gingembre. Tu sais, on mettait ça dans des petits sachets comme ça. Ok. Et ils vendaient ça à 10 francs. À l'école. Glace, non? Ah, voilà, glacé, bien glacé. Et on se battait pour acheter ça. Et moi, c'est ce que ça me rappelle, le gingembre. Et c'est pour ça que je disais gingembre me rappelle bissap, parce que quand il y a du gingembre, je demande le bissap. Mais voilà, mais là, maintenant, ça c'était, voilà. Je pense que tout de suite, tu as mélangé bissap. Bissap, c'est quoi? Bissap, c'est les biscuits, là. C'est le dableni chez vous. Non, on ne dit pas bissap. Nous, les Maliens, on dit dableni. Dableni, voilà. Voilà. Faut pas mélanger nous. Les Sénégalais, là, ils sont venus mélanger tout, nous. Non, mais c'est bien chez nous, non? Et puis, mafé, tout le monde dit mafé. Faut regarder. Mafé, c'est tigadege. Voilà. Les tigadege, dès qu'on dit tigadege dans les marchés au Sénégal, on sait de quoi on parle. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pareil. Je pensais même que c'était Wolof à la base. Mais c'est du bambara. C'est du bambara. Qu'est-ce que tu sais dire en bambara? Tigadege. Ou même Dibi. D'ailleurs, le fait qu'on soit face au Dibi, au Sénégal, on dit Dibi. Dibi. Et dès qu'on disait Dibi, c'est une tante là,
On disait, mais dibi, ça ne veut rien dire, en fait. Vous dites juste grillade. Alors que c'est dibi Sogo, le vrai. Dibi Sogo, ouais. Dibi, c'est grillage, quoi. Sur lequel on fait. On dit, mais ça ne veut rien dire. Et donc, et comme nous, on a ce qu'on appelle les dibiteries. C'est le mot. En plus. Le mot truc. Moi, j'ai toujours cru que le dibi venait du Sénégal. C'est ça vient du Mali. Et donc, ça dit dibi Sogo. On dit, hey, dibi Sogo. Mais sur cette note-là, Baba, c'est le mot de la fin? Ouais, ce fut court, hein. Ce fut très court. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Vraiment, c'est un honneur d'être face à une personne inspirante. Pourquoi on te suivait quand même à la télé. Et donc, le fait de t'avoir suivi à la télé, bon, comme on te voit, et animé non seulement les journaux, mais l'émission Reine d'Afrique et tout ça. Et le fait que je sois là aujourd'hui, c'est comme on peut dire un rêve qui se réalise, quoi. Oh donc, mon Dieu, c'est ça pour moi seul. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, c'est toi qui me fais l'honneur d'être là. Et tout ce que tu fais pour la jeunesse continue. Et j'ai appris pas mal de choses avec toi aujourd'hui. Merci. Et ton dernier mot pour me coacher, par exemple? Souvent, je dis ça aux personnes, ça vient des personnes âgées généralement, et qui, une fois qu'ils ont 70 ans, la plupart, la phrase qu'ils ont l'habitude de dire, c'est si je pouvais retrouver mes 20 ans ou ma jeunesse. Ok. La plupart. D'accord. Et c'est là où on dit souvent aux personnes maintenant, si de là où vous êtes, tant que vous arrivez à respirer, projetez-vous et essayez de vous projeter en vous disant qu'est-ce que je peux laisser, l'héritage pour vos petits-enfants. Et souvent, les petits-enfants pourront demander à leur maman, c'était qui grand-père, c'était qui grand-mère. Ouais. Et il suffit de dire à la personne, va chercher sur Google ou sur Internet. Et puis que la personne regarde et sera avec ses cousins en disant, waouh, on laisse grand-père, regarde grand-père ce qu'il faisait, regarde grand-mère. Et donc, si vous arrivez, c'est pour ça que n'allez pas dans le métro boulot dodo, mais si vous arrivez à vouloir faire tout ce que vous avez envie de faire, faites-le jusqu'au bout. À un moment donné, c'est la nature qui va vous empêcher, mais c'est pas à vous de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Et on va le faire comme Abba a fait pour Faso Dibi, comme tant d'autres. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans ce beau décor de Faso Dibi. Vous voyez comment tout est beau à côté de nous. Baba, tu vas bientôt manger le dibi, non? On dirait que j'ai déjà mangé le dibi là. Rien que le décor, donc il faut venir. Tu sens l'odeur de la rôtie. On le sent depuis. C'était plus d'heure jusque là. Et voilà, merci à Faso Dibi de nous avoir donné ce beau décor. Et merci à mon réalisateur qui a les doigts magiques, le promoteur de la chaîne Soninké, Mamadou So. À la prochaine.